Voici un mois, jour pour jour, où la Direction générale de la sécurité présidentielle lançait l'opération Zéro Koulouna au Bébé Noir dans la ville capitale. Où en sommes-nous? Les chroniques des BFM de ce jour s'articulent autour des questions suivantes. Que peut-on comprendre sur l'affirmation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, d'avoir donné l'ordre d'éradiquer ce phénomène? La situation a-t-elle évolué? Pourquoi les juristes et les organisations de droits de l'homme fustigent la méthode? On en discute avec Brony Fortuna. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Fortuna. Bonsoir Gabriel. Bienvenue. Merci beaucoup. Brony, le président de la République avait affirmé lors de l'inauguration du complexe scolaire de la Liberté d'avoir donné l'ordre à la DGSP de procéder à cette opération. Que pouvons-nous comprendre? Est-ce un message fort à l'endroit des malfrats et à ceux qui sèment la terreur? Merci Gabriel. Et il faudrait se rappeler que ce n'est pas pour la première fois que le président de la République parle publiquement, ouvertement, ou qu'il ait donné officiellement ou publiquement l'ordre à la force publique. Ce n'est pas pour la première fois. Je peux vous rappeler quelques dates. Vous savez que chaque fin d'année, souvent le 31 de décembre de chaque année, le président de la République préside ce qu'on appelle le réveillon d'armes, où il rassemble donc la force publique. Souvent, c'est des instants où il donne des directives, des missions annuelles, les missions spéciales à la force publique. Et donc, le 31 décembre 2019, je me souviens qu'il avait utilisé cette phrase. Il demandait à la force publique de mettre les populations à l'abri du mal. Un an plus tard, donc en 2020, le 31 décembre donc 2020, il est revenu sur la même instruction, et cette fois-ci en demandant à la force publique de renforcer cette opération de lutte contre la délinquance. Et 2022, donc le 28 janvier 2022, il y avait une activité au Palais des Congrès, si vous vous souvenez encore, c'était donc le port d'un signe de grade. Et c'était une cérémonie des généraux, je pense. Et le président, ce jour-là, rappelait encore à la force publique la mission qui est donc la mission spéciale que leur avait confiée en 2019, de lutter contre les bébés noirs, ces délinquants. Le 31 décembre de chaque année, et de cette même année, donc 2022, lors donc de réveillon d'armes, il est revenu sur le même message, donc il a donné l'ordre. Vous vous souviendrez encore le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024. Donc ça fait moins d'un an qu'il avait demandé à la force publique de se lancer dans cette opération de traque, sinon de lutte contre le bandit, parce qu'il s'était devenu inquiétant. Donc, le président de la République, pour cette affaire, pourquoi cela paraît un peu inédit face à certaines personnes qui ne se souviennent plus que le président de la République, depuis 2019, avait demandé à la force publique de se lancer dans cette opération, simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une force assez spéciale, donc la direction de la sécurité présidentielle, et qui est donc constituée des commandos, c'est une force assez spéciale, et leur manière aussi d'opérer sur le terrain, je crois que cela a suscité à la fois de côté de la population beaucoup d'espoir, et maintenant d'autres acteurs politiques et même des acteurs de la défense des droits de l'homme, quelques polémiques, quelques interrogations. Donc l'on voulait se rassurer réellement si la DGSP avait l'ordre officiel de sa hiérarchie, mais il faut savoir que le président de la République est donc le chef suprême des armées, et donc il a le droit de donner l'ordre à la force publique d'agir à n'importe quel moment quand il y a menace. Et donc cela prouve encore à suffisance que le président de la République est donc conscient aujourd'hui des réalités ou encore de la réalité sur le terrain, des menaces aujourd'hui qui guettent les populations pratiquement tous les jours à cause de la montée en puissance des bébés noirs, de ces délinquants. Et finalement, on a aussi compris que le président de la République veut rassurer aussi la population qu'il est conscient de ce qui se fait, et aussi envoyer, comme vous l'avez dit vous-même, le message, il a dit d'ailleurs, à ces jeunes délinquants, l'endroit où il fait passer le message, et c'est dans une école. Ça veut dire quoi?
La sécurité rime avec l'éducation rime avec la sécurité. Pas de sécurité, pas d'éducation. Donc, l'endroit a été très bien choisi pour envoyer le message à ces jeunes et finalement, et surtout aux parents, que il faut que chacun s'implique à son niveau de responsabilité pour lutter contre cette délinquance, mais surtout la force publique qui est sur le terrain déjà. Brony, d'aucuns pensent que le président ne devrait pas se prononcer sur ce sujet. Pourquoi? Ont-ils raison? Mais je vous dis que il s'est toujours préoccupé. Voilà, même devant les parlementaires, lors des messages sur l'état de la nation, il est revenu plus d'une fois sur ça. Voilà, donc pourquoi les gens en parlent? Parce qu'on pense finalement, puisque aujourd'hui on dénonce, peut-être qu'on en parlera, on en parlerait. Les gens ont dénoncé des exécutions sommaires, extrajudiciaires. Et finalement, on pense que le président de la République ayant pris la parole publiquement sur ce sujet, donc il endosserait la responsabilité de ces exécutions sommaires, comme on le dit, surtout pour ceux qui sont des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'on dit finalement, politiquement et même juridiquement, il ne devait pas endosser une telle responsabilité parce que 2 mois après demain, il pourrait être responsable de ce que nous vivons sur le terrain. Mais non, mais un chef responsable, en président de la République qui est conscient du danger aujourd'hui qui guette sa population, puisque les Congolais, Brazzaville et Pointe-Noire, et même aujourd'hui dans certaines localités, ne vivent plus en paix, vivent dans la peur quotidienne, et donc un vrai chef et doit être le premier à mener ce combat pour protéger sa population, parce que nous savons aujourd'hui que l'ordre public, à cause de la montée en puissance des bébés noirs, est totalement effondré. Nous assistons aujourd'hui à l'effondrement de l'ordre public. Il faut agir, mais celui qui va agir en premier, c'est le chef de l'État, et c'est lui qui doit donner l'ordre, comme il a fait, à la force publique, comme il avait toujours fait en 2019, de se mettre sur le terrain afin de protéger la population. Donc il n'y a aucun problème à cela, et c'est le chef, il faut qu'il assume. L'ordre a été donné, un mois déjà que l'opération a été lancée. Les choses ont-elles évolué sur la sécurité des populations et la sérénité dans la ville? Il faut le dire, hein, nous le disons sur la base des témoignages des uns des autres et même aussi de nous-mêmes, parce que nous habitons ces quartiers également qui sont menacés par la délinquance ou la criminalité que nous assistons aujourd'hui, dont on assiste aujourd'hui. On constate que oui, il y a aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure avec un journaliste d'ailleurs qui m'a dit oui, mais nous n'avons plus de problème chez nous, on peut rentrer à 3 heures. Il habite le Makavanzilou, un peu plus haut sur les montagnes. C'est des zones qui étaient réputées être des zones très dangereuses, presque inaccessibles à certaines heures. Et il me dit, à 23 heures, on peut rentrer sans problème. Donc, il y a plus ou moins aujourd'hui la tranquillité dans les quartiers, surtout l'espoir que nous avons aujourd'hui de sortir, d'entrer chez nous sans inquiétude. Mais il faut savoir que le mal n'est pas encore totalement éradiqué, mais un mois après, cette opération a déjà porté des fruits par rapport aux témoignages des uns et des autres. Et donc, on peut encourager, puisque selon la Direction générale de la sécurité présidentielle et même de la police et la gendarmerie, cette opération va durer dans le temps pour finalement essayer, sinon, tant soit peu, juguler ce phénomène bébé noir, le déraciner pour que finalement les Congolais reprennent, surtout les Brazzavillois et les Ponténégrins reprennent le calme d'antan, leur liberté de sortir, de rentrer chez eux, leur liberté de circuler comme ils le veulent. Et c'est ce qu'on attend, mais déjà un mois après, on peut dire oui, l'opération porte ses fruits. Fortuna, les Congolais applaudissent, hein, ils encouragent même l'opération dans son ensemble, mais qui ne répond pas à l'assentiment des juristes et des organisations des droits de l'homme. Pourquoi ces hommes de droit fustigent? Non, il faut savoir, je crois qu'il ne fustige pas l'opération dans son ensemble. Il n'y a aujourd'hui aucun Congolais qui est conscient, qui a été victime de ces crimes, victime des crimes. Parce que vous savez, on n'a pas envie de tout rappeler aujourd'hui, mais vous savez que depuis quelque temps, ces jeunes délinquants ont causé, continuent d'ailleurs de causer des actes d'une extrême gravité.
des tueries, des amputations, des viols, voilà. Donc, on était totalement, je parlais tout à l'heure de l'effondrement de l'ordre public. Et finalement, aujourd'hui, l'opération est lancée. Vous allez vous rendre compte que la majorité de la population, pour ne pas dire tout le monde soutient cette opération parce que la population l'a revendiqué. Vous vous souvenez quand la population a commencé elle-même à se faire justice avec ce phénomène barbecue, on se souvient que finalement c'était un cri d'alarme, c'est aussi la population était totalement fatiguée de subir et sans réellement voir l'implication sévère, totale et ferme des décideurs, sinon du gouvernement. Et vous avez constaté que l'attente des populations s'est déplacée des discours politiques à l'exigence, je le disais tout à l'heure, d'une opération beaucoup plus ferme comme nous la vivons aujourd'hui, nous le constatons aujourd'hui. Donc, personne aujourd'hui ne peut être contre l'intervention de la force publique sur le terrain pour protéger la population. Non, les juristes, eux, ils ont un regard beaucoup plus juridique, beaucoup plus attaché donc au droit, et finalement, ils réclament que cette opération soit bien encadrée juridiquement pour éviter ce qu'on appelle un jugement populaire, sinon encore des actes extrajudiciaires. Pourquoi? Parce que le Congo en soi est un pays de droit. Et donc, il faut que tout ce qui se fait au Congo soit fait à la lumière de la loi, à la lumière donc du droit. Donc, il faut donc encadrer de telles opérations. On peut, dans d'autres États, et même le PIDCP qui encadre le droit international dans son article 4 autorise même aux États de mener de telles opérations telles que la DGSP le fait, mais ces opérations doivent être encadrées juridiquement. Donc, il faut qu'il y ait des contrôles parlementaires, il faut mettre toute une batterie de règles pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est ce que demandent ceux qui sont donc du droit de l'homme et qui pensent finalement, il faut encadrer. Encadrer, ça veut dire quoi? Il faut donc officiellement que cette opération soit lancée, soit par un décret, soit c'est le Parlement qui va peut-être le décider, ou encore mettre sur papier comment est-ce que cette opération doit être menée, dans quelle zone, quelle est donc l'arme que la force publique doit utiliser, quelles sont les méthodes les méthodes d'interpellation et comment ça doit se passer. C'est ce que réclament ces gens. Mais après, vous savez, nous sommes dans un domaine de sécurité et souvent, en matière de sécurité, tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux, tout ne peut être dévoilé sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vois pas aujourd'hui comment est-ce que la force publique va publier sur la toile, comme on le souhaite, comme le souhaitent ces acteurs de société civile, quelques hommes politiques, les méthodes opératoires, leur mode opératoire, et sinon, finalement, ils livreraient tout à ces bébés noirs, à ces délinquants. Finalement, l'opération peut se solder par un échec. Donc, je crois que quand on a donné l'ordre par le chef suprême des armées, je crois qu'il y a aussi les méthodes, il y a des directives qui sont données, il y a des zones où doivent se passer ces opérations, mais ils n'ont pas tort de le réclamer, mais il faut regarder face à l'urgence quelle devait être la réaction. Nous faisons face on a une justice aujourd'hui, on a un système juridique, sinon l'appareil judiciaire congolais, et qui est totalement défaillant. Jusqu'aujourd'hui, on continue de parler de ces jeunes qui sont encore dans les geôles aujourd'hui, dans différents commissariats et brigades des gendarmeries et autres, mais qui ne sont pas encore jugés et qui sont aussi incarcérés dans des conditions déplorables. Et nous étions face à l'urgence où pratiquement à Brazzaville, tous les jours ou presque, il y avait des crimes. Brazzaville, où tous les jours ou presque, il y avait des crimes à Brazzaville. Et donc au niveau où avait atteint ce phénomène, il fallait une mesure assez urgente et efficace. La proportion, sinon au prorata de ce qui était déjà sur le terrain. On ne peut pas aujourd'hui déplorer le fait que rapidement, on a pu mettre la main sur plusieurs chefs de gang. On a aujourd'hui déguerpé plusieurs qui étaient dans les zones presque incontrôlées, parce qu'il faut savoir que
ces jeunes, pour ne pas faire le procès, parce que je ne suis pas moi juge, mais ces jeunes ont violé par leurs actes le droit, ils ont déjà violé par leurs actes le droit pénal. Et même la Constitution, parce que on dit bien que la vie est sacrée, c'est encadré par la Constitution. Le droit pénal interdit des tueries, interdit des viols et tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ces jeunes ont violé le droit pénal, ils ont violé la Constitution. Ils ont même, à la limite, on peut dire, effondré, détruit le pacte social. Pourquoi? Parce que dès lors que les citoyens commencent à vivre dans la peur que nous ne sommes plus libres de circuler comme on veut, on a brisé totalement, on a détruit le pacte social. Et vous avez aussi la souveraineté territoriale et qui est totalement mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce que à Brazzaville et à Pointe-Noire, il y a des zones et des quartiers où vous pouvez pas avoir accès à certaines heures, où les familles sont terrorisées du matin au soir. Donc ces délinquants avaient déjà pris en otage certaines zones de Brazzaville et de Pointe-Noire. Et donc quand on regarde ces éléments, il fallait agir le plus tôt possible. Mais je n'ai pas entendu le président de la République dire, vous parlez donc de l'inauguration de l'école, je n'ai pas entendu dire « allez tuer ». La question qu'il faut se poser aujourd'hui, si réellement on avait donné l'ordre d'aller, si l'opération constituait à tuer les bébés noirs, publiquement, sans jugement, mais pourquoi certains sont interpellés et gardés quelque part et d'autres sont tués? C'est par là qu'il faut se poser des questions. Pourquoi ils ne sont pas tous butés, permettez-moi l'expression? Si certains sont attrapés, interpellés, déposés quelque part, ils sont encore en vie, et d'autres qui sont butés sur le champ comme on le constate, la question qu'il faut se poser, pourquoi certains et pas pourquoi d'autres? En ce moment, on peut comprendre que il y a certainement des raisons qui peut-être... peut-être qu'un jour nous serons tous, qui dans l'opérationnalisation ou dans leur mode d'agir, qui conduisent la force publique à éliminer certains, parce que si vous avez constaté, ils ont commencé d'abord à prendre les véritables chefs de gang qui constituaient déjà une véritable menace. Et vous savez, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est une menace asymétrique et qui commençait à prendre des ampleurs inquiétantes, des proportions inquiétantes. Donc, finalement, on peut pas dire que ils ont reçu l'ordre d'aller tuer les bébés noirs d'une manière extrajudiciaire. Mais je pense que dans leur mode d'opérer, ils sont certainement aussi butés à certains qui seraient beaucoup plus dangereux que d'autres et qui ont déjà commis des crimes et parfois aussi qui résistent à l'interpellation. Je n'ai pas envie de faire l'avocat de la DGSP ici, mais je me dis, s'ils avaient reçu l'ordre de tuer, donc on aurait tué tous les bébés noirs à chaque fois que l'on les rencontre. Bon, y restant sous le mot dépuratoire, ces hommes de droit disent un décret ne peut pas être au-dessus de la loi fondamentale. Ont-ils raison de cette affirmation? C'est le débat où finalement ils réclament que la Constitution soit respectée. Parce que dans la Constitution, la vie est sacrée. Vous savez, le côté, j'en parlais avec un jeune juriste, je disais, le côté un peu sombre, le côté un peu amer de la loi, c'est que la loi protège à la fois la victime et son bourreau. C'est ça le côté un peu amer de la loi. Ça veut dire quoi? Vous êtes victime, oui, la loi vous protège, mais la loi aussi protège le bourreau. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas de preuves et tant que le juge n'a pas dit le dernier mot, il est considéré comme un présumé innocent. Ça veut dire que il faut qu'on le protège. Et même quand il est condamné, il faut qu'on le protège. Il doit manger, il doit dormir dans les conditions qu'il faut, il doit avoir des visites, il doit être formé d'une manière ou d'une autre. Donc, la loi protège tout le monde. C'est pour cela que ces juristes et ces défenseurs des droits de l'homme pensent qu'il faut réellement respecter le droit dans l'ensemble, c'est-à-dire ne pas tuer hors appareil judiciaire. Et comme le Congo avait aboli la peine de mort, donc on peut plus tuer, sinon garder quelqu'un à perpétuité en prison s'il est condamné. Voilà, c'est ce qu'ils réclament. C'est clair. Mais aujourd'hui, je disais tout à l'heure, face à l'urgence,
il fallait agir. Il fallait agir. Et moi, je pense que l'optique de cette opération, je l'ai dit, à mon avis, n'est pas d'aller tuer. Sinon, je le disais tout à l'heure, on aurait déjà à Brazzaville vu, sinon on retrouverait à Brazzaville des cadavres en dizaines, puisque si dans les géoles ils sont 3647 aujourd'hui, et voire plus, puisque la police continue d'interpeller, et donc on peut imaginer à combien sont-ils à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et s'il faut donc les tuer tous les jours, finalement, on se retrouverait depuis un mois avec 200, avec 500 corps, et peut-être voire plus. Bruni, aujourd'hui, plusieurs ménages, familles se retrouvent sans toit. Est-ce la bonne manière de faire? Bon, c'est là où, c'est pour cela que cela énerve les hommes des droits de l'homme qui pensent finalement que la DGSP fait justice, ou se fait justice. Voilà, se positionne en juge sur le terrain. Il est très difficile d'expliquer cette opération parce que ceux qui la mènent sont des professionnels. C'est de leur droit, leur devoir, c'est leur formation, c'est leur mission. Il est très difficile aujourd'hui, avec les images que nous avons sur les réseaux sociaux et les images qui nous sont envoyées de temps en temps, d'expliquer réellement pourquoi la DGSP arrive jusqu'à ce niveau. Parce que vous avez constaté, certainement pour des raisons de secret d'État, ils ne communiquent pas. Il n'y a pas de communication officielle. Mais vous avez aussi, il faut comprendre qu'au-delà de la lutte réelle contre la criminalité, cette opération est aussi dissuasive. Ça veut dire quoi? On envoie un message aux jeunes qui sont tentés, puisque vous avez vu comment certains jeunes se trouvaient de plaisir et se targuaient d'être bébés noirs. Il y a certains d'autres qui trouvaient des modèles dans les bébés noirs, même des jeunes filles qui étaient fascinées par les bébés noirs. Ils étaient donc devenus des modèles de violence et qui commençaient à influencer, impacter certains jeunes. Donc certains, d'autres parmi eux, étaient tentés de suivre ces criminels. Donc aujourd'hui, dans ce côté dissuasif, cette opération envoie un message aux parents. Vous avez entendu le commandant en chef de la DGSP, le directeur général de la DGSP le dire, envoyer un message aux parents, protéger les enfants, c'est-à-dire que n'envoyez pas les enfants dans la criminalité, il faut coopérer avec la force publique, ça c'est un message qu'on envoie aux parents, et donc ce qui se fait sur le terrain peut être aussi compris comme un message qu'on envoie à d'autres Congolais, à d'autres jeunes, à d'autres parents, que celles et ceux qui vont donc héberger, encourager, faciliter la montée de ces bébés noirs ou de ces criminels, verront donc la force de l'ordre en face. Et c'est ça le message d'abord qu'il faut retenir. Quand les autres verront ça, ils vont peut-être se rétracter ou encore finalement coopérer avec la force publique pour éradiquer ce mal tant soit peu. Mais il faut comprendre que dans toute chose, il y a des dérapages et c'est pour cela que les défenseurs des droits de l'homme pensent qu'il faut encadrer pour éviter ces dérapages, pour éviter que ces actes soient commis. Mais ce qui se fait sur le terrain, comment cette opération est menée, je crois qu'il peut y avoir des raisons par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Mais comme ils l'ont dit, la loi reste la loi. Il faut la respecter. Une question qu'on peut se poser sur ce plateau, Bruni, est-ce qu'après cette opération, l'État pourra procéder à la construction de ces maisons? Bon, est-ce qu'il faut déjà parler de la construction de maisons alors que la situation qui préoccupe aujourd'hui, c'est d'abord sécuriser les populations? C'est d'abord les familles qui se retrouvent sans des maisons aujourd'hui. Vous avez même vu que dans l'optique de ce qui se fait aujourd'hui, le gouvernement a pris un arrêté ce 28 octobre pour interdire pendant un moment donné la vente, sinon l'importation au Congo des machettes, des motos pendant un moment, le temps de lutter réellement, de mettre fin à ce banditisme parce que les armes qu'ils utilisent ces jeunes, ce sont ces machettes-là et les motos aujourd'hui leur permettent de se mouvoir facilement d'un point à un autre et même
même d'attaquer les citoyens, les paisibles citoyens. Donc, vous constatez finalement que la situation ne préoccupe pas que les citoyens qui en sont victimes, mais aujourd'hui, ça commence à toucher toutes les institutions de la République. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les préoccupations, c'est d'abord et avant tout de sécuriser la population, et le gouvernement verra dans quelles conditions peut-être reconstruire ou encore traiter cas par cas pourquoi les maisons ont été cassées et pour quelles raisons. Donc pour le moment, ça ne peut pas être une préoccupation. C'est vrai que ce sont des citoyens qui peut-être aujourd'hui dorment à la belle étoile, mais le gouvernement a toute une politique de la protection des citoyens, peu importe. Donc certainement, ils trouveront la solution à ce problème, mais aujourd'hui, il faut beaucoup plus se préoccuper de ce qui se fait, de ce qu'on vit, que de parler de la reconstruction de ces maisons. Un dernier mot avant de nous séparer, Bruni. Voilà, un dernier mot, il faut savoir que nous sommes dans l'urgence. Si on revient encore sur ce plateau pour parler de cette opération, parce que la sécurité des citoyens passe avant tout. Vous savez que dans une société où la population vit dans la peur, où je parlais du pacte social, s'il est totalement effondré, et même si vous avez un appareil juridique, un système juridique assez sophistiqué, mais si la sécurité des populations, si l'ordre public n'est pas garanti, l'État ne va pas fonctionner. Donc, c'est d'abord une priorité. Dans un État, ce qui passe avant tout, c'est la quiétude, c'est l'ordre public, c'est la sécurité des citoyens. On peut avoir un système juridique assez efficace, puisque tous les États au monde. Mais tant que la population n'est pas sécurisée, à quoi servirait cet appareil judiciaire, donc ce système juridique. Donc voilà, il faut rappeler que aujourd'hui, les discussions, les polémiques qu'on entend à gauche et à droite, qu'on suit à gauche et à droite, et à un certain moment, bon, on est dans un État démocratique, chacun est libre de donner son point de vue. Vous avez des juristes qui ne peuvent pas, en tant que juristes, je parle pas de l'opération en soi, mais plutôt des actes que nous constatons, que en tant que juristes, ils sont dans leur droit de réclamer le respect de la loi, mais il faut aussi savoir que les populations qui subissent tous les jours ou presque, qui sont victimes de ces criminels, ne vont pas attendre que les procès aient lieu, c'est pas après combien d'années, pour finalement que la population soit protégée. Et je le disais tout à l'heure, que l'appareil judiciaire est totalement en faillite. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de prison pour garder ces jeunes. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Doit-on croiser les bras, assister? Et ce qui se fait sur le terrain, c'est une opération beaucoup plus technique. Merci bien, Fortuna. Le débat continue sur notre chaîne YouTube, Facebook, et l'opération également se poursuit avec sérénité. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.